Chapitre 1, le loup déguisé en mouton. Vincent Vince Rodriguez s'était bâti une réputation, récupérant des biens à 42 ans, ses larges épaules et ses mains burinées racontaient l'histoire d'un homme qui avait passé 2 décennies dans les tranchées du recouvrement d'avoirs et de l'enquête privée. Ce que d'autres considéraient comme un sale boulot, Vince le voyait comme une justice, restituant des biens volés à leurs propriétaires légitimes, traquant des fainéants qui pensaient pouvoir disparaître avec l'argent des autres. Son bureau était situé dans un centre commercial, entre un bureau de cautionnement et un prêteur sur gage, mais les licences encadrées sur son mur racontaient une toute autre histoire, détective privé agréé, spécialiste certifié en recouvrement d'avoirs, et une douzaine de félicitations de clients reconnaissants dont il avait contribué à reconstruire la vie. Vince était fier d'agir dans le respect de la loi, même lorsque d'autres dans son domaine faisaient des concessions. Chez lui, cependant, son monde s'effondrait d'une manière que ses compétences professionnelles ne pouvaient pas réparer. Tiffany, sa femme depuis 18 ans, s'était de plus en plus éloignée. Leur fils de 16 ans, Dylan, reconnaissait à peine son existence, passant la plupart de ses soirées enfermé dans sa chambre ou chez des amis. Les dîners de famille qui emplissaient autrefois de rire leur maison de banlieue étaient devenus des exercices de silence gêné. Vince attribuait cette distance à la rébellion typique des adolescents et au stress de la carrière immobilière de Tiffany. Il passait de longues heures à traquer les bennes et à servir les journaux, rentrant souvent chez lui dans une maison vide avec un mot concernant des restes de dîner dans le réfrigérateur. Il se disait que c'était temporaire, que sa famille comprenait la nécessité de son travail, même si elle n'appréciait pas toujours les nuits tardives et les appels du week-end. L'ironie ne lui échappait pas qu'un homme spécialisé dans la dénonciation des tromperies puisse être aussi aveugle à ce qui se passait sous son propre toit. Vince avait développé un instinct pour lire les gens, pour repérer les indices qui révélaient des vérités cachées. Mais l'amour, il le découvrirait plus tard, pouvait rendre volontairement aveugle même l'homme le plus observateur. Sa relation avec Dylan avait toujours été compliquée. Le garçon avait hérité des traits raffinés de sa mère et de son mépris pour tout ce qu'elle considérait comme inférieur à leurs aspirations sociales. Tiffany avait toujours été soucieuse de son image, s'inscrivant au country club et organisant des dîners avec d'autres professionnels de l'immobilier. Au fil des ans, elle avait formulé des remarques subtiles sur le travail approximatif de Vince, suggérant qu'il pouvait faire mieux, être meilleur. Vince se souvenait du moment précis où il avait compris l'ampleur du problème. Il était rentré tôt d'une mission de surveillance, espérant assister au match de basket de Dylan. Au lieu de cela, il avait trouvé son fils au téléphone, disant à quelqu'un qu'il ne pouvait pas l'inviter parce que mon père était probablement à la maison. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de le rencontrer. La honte dans la voix de Dylan était plus profonde que n'importe quel coup physique que Vince avait jamais reçu. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté de Tiffany tandis qu'elle consultait son téléphone, Vince se demandait quand il était devenu le méchant de l'histoire de sa propre famille. Il subvenait à leurs besoins, les protégeait et menait une vie honnête, selon son propre code moral. Pourtant, d'une certaine manière, il était devenu une source d'embarras. Il aurait dû reconnaître les signes à ce moment-là. La façon dont les yeux de Tiffany s'illuminaient lorsque son téléphone vibrait. Comment elle avait commencé à travailler tard 3 soirs par semaine pour des visites. Les vêtements coûteux qui apparaissaient dans son placard sans explication. Mais Vince était concentré sur une affaire particulièrement difficile impliquant un réseau de voleurs de voitures de luxe. Et il faisait une confiance aveuglante à sa femme. La confiance, Vince allait bientôt la prendre, était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Chapitre 2. Le dénouement. La première faille dans l'univers soigneusement construit de Vince survint un mardi pluvieux de mars. Il traquait un certain Tommy Chien qui avait disparu avec une Porsche à 85 000 $, et la piste s'était évaporée dans le quartier des affaires du centre-ville. Frustré et trempé par des heures de surveillance, Vince décida d'aller prendre un café dans le hall de l'hôtel où travaillait le dernier associé connu de Chin. C'est alors qu'il la vit. Tiffany était au bar de l'hôtel, mais elle n'était pas seule. Elle était assise en face de Bradley Brad Hoffman, un conseiller en investissement élégant qui tentait de recruter les clients de Vince en leur promettant une création de richesse légitime, promesse que Vince avait immédiatement reconnue comme des systèmes pyramidaux à peine légaux. Brad était tout ce que Vince n'était pas. Un costume élégant et coûteux, le genre d'homme qui vendait des rêves au lieu de livrer des vérités dures. Vince observait, derrière un pilier de marbre, sa femme rire à une remarque de Brad, sa main posant la sienne sur la petite table. Ce geste intime glaça Vince. Ce n'était ni une réunion d'affaires ni une simple amitié. La façon dont Tiffany se penchait en avant, ce doux sourire que Vince n'avait pas vu depuis des mois. C'était indéniablement romantique.
Pendant 30 minutes, Vince les observa avec la même précision méthodique qu'il utilisait pour ses missions de surveillance. Il remarqua la bouteille de vin hors de prix. Une Tiffany vintage, avait-il dit, qu'il ne pouvait pas se permettre pour leur anniversaire. Il regarda Brad payer l'addition avec une carte de crédit noire. Il le vit aider Tiffany à mettre son manteau. Il remarqua qu'elle ne s'écartait pas lorsque sa main s'attarda sur son dos. Ils partirent séparément, mais pas avant que Brad ne tende quelque chose à Tiffany, une carte magnétique. Vince comprit. Sa femme attendit exactement 5 minutes avant de le suivre. La partie rationnelle de Vince catalogua les preuves. Les mensonges sur le fait de travailler tard, les nouveaux vêtements, la distance émotionnelle. Mais son cœur, la partie qui se souvenait encore d'être tombé amoureux de l'ambition et de la grâce de Tiffany, désirait désespérément une explication innocente. Il rentra chez lui et attendit. Tiffany revint à 23h30 avec une histoire toute faite sur la visite d'une propriété à des clients de l'extérieur. Elle parla sans le regarder dans les yeux, se précipitant pour se débarrasser de ce qu'elle prétendait être cette odeur de renfermé. Vince ne dit rien, classant ses preuves, quasi mensongères, dans un dossier. Au cours des 2 semaines suivantes, Vince mena l'enquête la plus douloureuse de sa carrière. Il suivit sa propre femme, documenta ses mensonges et construisit peu à peu un dossier d'infidélité solide. Le rendez-vous au Marriott avait lieu 2 fois par semaine. Brad lui offrait des cadeaux depuis des mois. Les bijoux, affirmait-elle, provenaient de commissions de vente fructueuses. Les dîners au restaurant, disait-elle, étaient des rendez-vous clients. La preuve finale fut l'installation par Vince d'un petit traceur GPS sur la voiture de Tiffany, le même appareil qu'il utilisait pour localiser les biens à récupérer. Les données montraient une série de visites au luxueux appartement de Brad, parfois des après-midi entiers, pendant que Dylan était à l'école et Vince au travail. Mais la trahison la plus profonde ne fut pas seulement la liaison en elle-même. C'était ce que Tiffany avait raconté à Dylan à propos de son père. Vince l'apprit en surprenant une conversation téléphonique entre sa femme et son fils. Dylan demandait pourquoi il ne pouvait pas inviter des amis. Et la réponse de Tiffany glaça Vince. Parce que les collègues de travail de ton père sont dangereux, chérie. Il a affaire à des criminels et des voyous toute la journée. Je ne veux pas de ça chez nous. Elle montait leur fils contre lui, décrivant son activité légitime comme quelque chose de sinistre. Dans l'esprit de Dylan, son père n'était pas un professionnel agréé aidant les gens à récupérer leurs biens volés. Il était lui-même une sorte de criminel. Ce soir-là, Vince prit 2 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, il divorcerait de Tiffany et s'assurerait qu'elle n'obtienne rien de l'accord. Deuxièmement, il ferait payer leur trahison à elle et à Brad, bien au-delà des procédures judiciaires. Dans son travail, Vince avait appris que certaines personnes ne comprennent les conséquences que lorsqu'elles sont accompagnées d'intérêt. Chapitre 3. Le prix de la vérité. La confrontation eut lieu un jeudi soir d'avril. Vince passa des semaines à monter son dossier, photographiant l'appartement de Brad, documentant leur rencontre et préparant des preuves qui rendraient le déni impossible. Il choisit son moment avec soin. Dylan était à l'entraînement de basket, leur laissant le temps de se confier. Tiffany était dans la cuisine, préparant le dîner avec un souci du détail inhabituel. Vince comprit la culpabilité qu'elle éprouvait en préparant un repas élaboré, alors que sa conscience la tourmentait. Il posa une chemise en papier craft sur le comptoir en granit, entre eux. « Ouvre-la », dit-il simplement. Le visage de Tiffany pâlit en feuilletant les photos. Elle était là, entrant dans l'immeuble de Brad, montant dans sa voiture, l'embrassant au revoir dans le parking de l'hôtel. Les eurodatages indiquaient les dates exactes auxquelles elle avait prétendu faire visiter des propriétés ou assister à des séminaires immobiliers. « Vince, je peux t'expliquer. » « Non. » Sa voix était doucement mortelle. « Tu peux faire tes valises ce soir. Tu ne comprends pas, Brad et moi, on n'avait rien prévu. C'est arrivé comme ça. Et j'allais te raconter quand, après que tu aies retourné notre fils contre moi, après avoir volé la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé, Vince a sorti un enregistreur. Ou peut-être qu'après que tu aies fini d'expliquer à Dylan que son père était un criminel, il a passé la conversation qu'il avait enregistrée, voyant le visage de Tiffany s'effondrer en entendant sa propre voix, empoisonnant l'esprit de leur fils. Les mensonges sur le travail de Vince, les sous-entendus subtils qu'il était dangereux, la façon dont elle avait systématiquement érodé le respect de Dylan pour son père. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » murmura-t-elle. « C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu voulais que Dylan choisisse son camp,
et tu t'es assuré qu'il choisisse le tien. La voix de Vince resta ferme, mais ses mains étaient crispées. Fais tes valises. Je demande le divorce demain. Le bruit de la porte du garage les interrompit. Dylan était rentré tôt, son sac de basket en bandoulière, et il entra dans la cuisine. Il observa la scène, les larmes de sa mère, les photos éparpillées sur le plan de travail, la posture rigide de son père. Que se passe-t-il? Demanda Dylan, même si son ton défensif laissait entendre qu'il était déjà au courant. Tiffany s'empressa de rassembler les photos. Ton père est en pleine crise. Il me suit, il prend des photos comme un harceleur. Vince regarda, stupéfait, sa femme déformait la vérité. Dans les yeux de Dylan, il vit la vision du monde du garçon se cristalliser. Son père instable harcelait sa pauvre mère. Est-ce à cause de ton travail? La voix de Dylan exprimait le dégoût. Maman, dis-moi ce que tu fais vraiment. Tu es un voyou qui menace les gens pour de l'argent. Dylan, ce n'est pas ça. J'ai vu tes clients, papa. Des criminels et des voyous. Tu saisis les voitures des gens qui ne peuvent pas payer les usuriers. Tu remets des documents judiciaires à des gens déjà dans le pétrin. Tu t'enrichis sur le dos des autres. Chaque mot était une graine soigneusement plantée de la tromperie de Tiffany, qui se transformait maintenant en haine totale. Vince réalisa que sa femme préparait cela depuis des mois, retournant systématiquement Dylan contre lui avant de révéler sa liaison. Mon fils, j'aide les gens à récupérer ce qu'on leur a volé. Je travaille avec des banques, des entreprises légitimes. Dylan l'interrompit d'un ton dégoûté. Arrête de mentir. Maman m'a dit la vérité. Tu me dégoûtes. Le garçon se retourna et cracha aux pieds de son père avant de monter précipitamment à l'étage. Le geste était si inattendu, si empreint de mépris que Vince resta figé. En 18 ans de paternité, il n'avait jamais imaginé un tel moment possible. L'expression de Tiffany était presque triomphante. Tu vois, même Dylan sait quel genre d'homme tu es vraiment. C'est à ce moment-là que le contrôle prudent de Vince a finalement cédé. Sa voix, lorsqu'elle s'est fait entendre, était à peine plus qu'un murmure, mais elle portait la promesse d'une destruction. Tu n'as aucune idée du genre d'homme que je suis vraiment, mais tu vas apprendre. En moins de 2 heures, Tiffany était partie, emmenant Dylan avec elle. La maison, autrefois remplie de photos de famille et de souvenirs partagés, était devenue un monument à la trahison. Mais Vince ne pleurait pas, il planifiait. Dans son bureau, entouré de dossiers et d'équipements de surveillance, il commença à élaborer le plan de vengeance le plus ambitieux de sa carrière. Tiffany et Brad pensaient avoir gagné, mais ils avaient simplement déclenché quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Vince Rodriguez avait passé 20 ans à apprendre à retrouver ceux qui ne voulaient pas être retrouvés, à faire payer les coupables pour leurs crimes et à garantir que justice soit rendue même lorsque le système défaillait. Il allait désormais utiliser toutes ses compétences, tous ses contacts et tout son instinct impitoyable pour détruire ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 4. Des années de silence. 2 ans de silence s'étendaient entre le père et le fils comme un gouffre rempli de poison. Dylan vivait avec sa mère dans l'appartement cossu de Brad, fréquentait une école privée et menait un style de vie financé par ce que Vince avait découvert être les plans d'investissement de plus en plus douteux de Brad. Le garçon n'avait plus adressé la parole à son père depuis cette terrible nuit, refusant les appels téléphoniques, renvoyant les lettres sans les ouvrir et traitant Vince comme un dangereux étranger lors des rencontres forcées lors des visites ordonnées par le tribunal. Le divorce de Vince avait été rapide et brutal. Sa documentation méticuleuse de la liaison de Tiffany, combinée aux preuves de son aliénation systématique envers Dylan, avait sérieusement limité son accord. Mais cette victoire juridique paraissait creuse face à la perte de l'amour et du respect de son fils. Durant ces longs mois, Vince s'était investi dans son travail avec une intensité renouvelée. Son activité de recouvrement d'avoirs s'est développée à mesure que se répandait la nouvelle de sa quête incessante de justice. Les compagnies d'assurance le sollicitaient pour leurs dossiers les plus complexes. Les banques l'engageaient pour traquer des fraudes sophistiquées. Sa réputation, passant de simple agent de recouvrement local à spécialiste régional des enquêtes complexes sur les vols et les fraudes, s'est accrue. Mais chaque succès semblait dérisoire sans sa famille pour le partager. Le tournant est survenu lorsque Vince a reçu un appel de Marcus Webb, un ancien agent du FBI reconverti en consultant privé. Marcus traquait une série d'escroqueries à l'investissement dans 3 États, et le nom de Brad Hoffman avait été évoqué dans l'enquête. Le petit ami de votre ex-femme n'est pas qu'un conseiller financier véreux, a expliqué Marcus lors de leur rencontre dans un restaurant du centre-ville.
il dirige une pyramide de Ponzi sophistiquée, volant les fonds de retraite de clients âgés. Le FBI monte un dossier, mais ces choses-là prennent du temps. Vince a assimilé ces informations avec un détachement professionnel, même si intérieurement, il ressentait une émotion familière. L'instinct prédateur qui le rendait si efficace dans son travail. Combien de temps? A-t-il demandé. Il pourrait falloir des années avant qu'il n'ait suffisamment de preuves pour procéder à des arrestations. Pendant ce temps, il continuait à prendre l'argent de nouvelles victimes. Marcus remuait son café pensivement. Le plus étrange avec les enquêtes fédérales, c'est qu'elles avancent lentement, mais des particuliers peuvent parfois accélérer les choses en fournissant des preuves supplémentaires. L'implication était claire, et Vince commença à élaborer des plans ce soir-là. Au cours des mois suivants, il s'immisça prudemment dans les opérations de Brad, non pas sous le nom de Vincent Rodriguez, l'agent de saisie, mais sous celui de Vincent Ross, un riche propriétaire de petite entreprise cherchant à investir ses importantes réserves de liquidités. Vince avait appris l'art du déguisement et des fausses identités grâce à des années de surveillance, et il utilisait toutes ses compétences pour devenir la cible idéale. L'arrogance de Brad en faisait une cible facile. Il ne pouvait s'empêcher de se vanter de sa réussite, vantant l'appartement où Tiffany vivait désormais, les voitures de luxe, les promesses de rendement garanties trop belles pour être vraies. Vince enregistrait tout, montant un dossier qui compléterait l'enquête du FBI. Mais la collecte de preuves n'était qu'une partie de son plan. Vince commença également à saper systématiquement les relations de Brad avec ses clients clés. Utilisant son réseau de contacts pour semer des doutes soigneusement placés sur la stabilité de la société d'investissement, il créa une pression financière en veillant à ce que les activités légitimes de Brad soient soumises à une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation. Plus important encore, il commença à semer les graines qui finiraient par monter Brad et Tiffany l'un contre l'autre. La beauté de l'approche de Vince résidait dans son invisibilité. Pour les observateurs extérieurs, Brad traversait simplement une période de malchance, quelques clients importants retiraient leurs investissements, des audits réglementaires inattendus, des problèmes techniques mineurs avec ses systèmes informatiques causaient des problèmes gênants lors de présentations importantes. Pendant ce temps, Dylan continuait de refuser tout contact avec son père. Le garçon avait grandi, gagné en confiance dans son nouvel environnement, mais aussi en dureté, ce qui inquiétait Vince lorsqu'il l'apercevait en ville. Dylan semblait adhérer à la morale facile du monde de Brad, où le succès justifiait tous les moyens et où l'argent résolvait tous les problèmes. Pour le 17e anniversaire de Dylan, Vince lui envoya un cadeau, un gant de baseball vintage ayant appartenu à son père, accompagné d'une lettre expliquant son histoire et sa signification. Le colis fut retourné non ouvert, avec le tampon « refusé » de la main de Dylan. Ce soir-là, assis dans sa maison vide, un cadeau refusé à côté de lui, Vince prit une décision définitive concernant son fils. L'amour sans respect était inutile. La confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais être entièrement restaurée. Dylan avait choisi son camp, et Vince honorerait ce choix. Lorsque sa vengeance contre Tiffany et Brad atteindrait son paroxysme, Dylan serait assez grand pour comprendre la vérité. Mais comprendre ne lui permettrait pas d'obtenir le pardon. Certaines trahisons étaient trop profondes, duraient trop longtemps et causaient trop de dégâts pour être oubliées. Vince avait appris cette leçon de son propre père, un homme qui avait passé 30 ans comme inspecteur de police à Détroit. Dans ce monde, mon fils, son père lui avait dit, la loyauté est la seule monnaie qui compte. La trahir une fois, c'est la faillite à jamais. À l'approche du 18e anniversaire de Dylan, Vince mit les derniers éléments de son plan en action. Tout était prêt. Les preuves, les points de pression, la série d'événements soigneusement orchestrés qui allaient faire s'écrouler le monde de Brad et révéler tous les mensonges sur lesquels Tiffany avait bâti sa nouvelle vie. La seule question qui restait était de savoir si son fils apprendrait enfin le prix à payer pour choisir le mauvais camp. Chapitre 5, le piège jaillit. Le monde de Brad Hoffman commença à s'effondrer un mardi matin d'octobre, 3 semaines avant le 18e anniversaire de Dylan. Le premier domino tomba lorsque la Security and Exchange Commission arriva à son bureau avec un mandat de saisie de documents financiers. Le second s'écroula lorsque sa plus importante cliente, Madame Eleanor Patterson, une veuve de 80 ans qui avait investi toutes ses économies, fut victime d'une crise cardiaque en découvrant que ses comptes avaient été vidés. Vince observait le chaos depuis son fourgon de surveillance de l'autre côté de la rue, photographiant les agents fédéraux transportant des cartons de preuves depuis l'immeuble de Brad. 2 années de planification méticuleuse portaient enfin leurs fruits.
Les autorités ignoraient pourtant l'aide précieuse qu'elles avaient reçue d'un informateur anonyme qui leur avait fourni une feuille de route pour démasquer l'entreprise criminelle de Brad. La beauté de l'approche de Vince résidait dans sa légitimité. Chaque preuve recueillie était réelle, chaque dossier financier authentique. Il n'avait pas piégé Brad, mais l'avait dénoncé, accélérant simplement une enquête qui aurait finalement abouti aux mêmes conclusions. À midi, les chaînes d'information locales diffusaient des articles sur l'escroquerie à l'investissement. Le soir, le visage de Brad était sur toutes les chaînes lorsque le FBI annonça des accusations de fraude boursière, de maltraitance envers les personnes âgées et de fraude électronique dans plusieurs juridictions. Les pertes estimées dépassaient les 12 millions de dollars, et de nouvelles victimes se manifestaient toutes les heures. Tiffany appela Vince ce soir-là pour la première fois en 2 ans. « C'est toi qui as fait ça » accusa-t-elle, la voix tremblante de rage et de peur. « Tu as orchestré toute cette affaire. »« Je ne vois pas de quoi tu parles » répondit calmement Vince. « Je suis un agent de saisie, tu te souviens? Juste un voyou qui menace les gens pour de l'argent. Comment quelqu'un comme moi a-t-il pu faire échouer une opération financière sophistiquée? » Il l'entendait respirer bruyamment, arpentant probablement l'appartement de Brad, celui-là même qui serait bientôt saisi comme preuve de profit criminel. Brad dit, « Tu as posé des questions sur lui en ville. Il pense que tu travailles avec le FBI. » Brad pense à plein de choses, comme qu'il pourrait voler des millions de dollars sans conséquence. Vince marqua une pause. Comment Dylan gère-t-il la nouvelle que son héros est un criminel? Le silence s'éternisa si longtemps que Vince se demanda si elle avait raccroché. Dylan ne le sait pas encore. Elle finit par admettre. Il est chez un ami. Je ne lui ai rien dit. Intéressant. Alors, tu continues à mentir à notre fils, même si la vérité est sur toutes les chaînes d'information de la ville. La voix de Vince se durcit. Dis-moi, Tiffany, quand tu empoisonnais Dylan contre moi, as-tu déjà mentionné que Brad volait de l'argent à des personnes âgées? As-tu expliqué que le train de vie dispendieux dont tu jouissais était bâti sur la misère des autres? On ne savait pas. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une différence. Vince a entendu une portière de voiture claquer en arrière-plan. On dirait que Brad est chez lui. Vous pourriez lui poser des questions sur le compte aux îles Caïmans où il cache de l'argent ou sur le faux passeport que le FBI a trouvé dans son coffre-fort. Je suis sûr qu'il a des explications parfaitement innocentes pour tout. Il a raccroché avant qu'elle puisse répondre. Le lendemain matin, de nouveaux rebondissements ont eu lieu. Brad avait été arrêté alors qu'il tentait d'embarquer dans un avion privé à destination d'un pays non extradable, avec 500 000 dollars en liquide et des documents prouvant qu'il préparait son évasion depuis des mois. La découverte de ses préparatifs de vol a anéanti tout espoir de clamer son innocence, et la couverture médiatique s'est intensifiée. Vince a reçu un appel de l'inspectrice Sarah Kim, une contact de ses relations d'affaires légitimes. Vous pensiez que vous voudriez savoir? Le petit ami de votre ex-femme risque la prison à vie. Les fédéraux le tiennent au courant de tout, de la fraude au complot. De plus, ils ont trouvé des preuves qu'il prévoyait de vider ses comptes restants et de disparaître définitivement, laissant derrière lui sa petite amie et son fils. Apparemment. Rien ne prouve que Tiffany était au courant des activités illégales, mais elle va tout perdre, l'appartement, les voitures, même les bijoux, tout cela acheté avec de l'argent volé. Elle aura de la chance si elle n'est pas accusée de complicité. Ce soir-là, Vince passa devant l'immeuble de Brad et aperçut des camions de déménagement à l'extérieur. Tiffany et Dylan chargeaient leurs affaires, retournant au modeste complexe d'appartements où Tiffany avait été contrainte de louer après avoir perdu l'accès aux biens de Brad. Le garçon semblait confus et en colère, ne comprenant probablement pas encore comment son monde confortable s'était effondré si soudainement. Mais le plan de Vince était loin d'être achevé. Les conséquences financières et juridiques n'étaient que le début. Il avait passé 2 ans à tout apprendre sur la vie personnelle de Brad, ses relations, ses faiblesses. L'homme qui avait volé sa femme était sur le point de découvrir que certains ennemis étaient plus dangereux que le FBI. 3 jours après l'arrestation de Brad, sa mère âgée reçut la visite d'investisseurs inquiets qui avaient perdu toutes leurs économies dans le stratagème de son fils. Ces visiteurs n'étaient pas violents, mais ils expliquèrent avec persuasion comment les crimes de Brad avaient ruiné leur retraite et les études supérieures de leurs enfants. Madame Hoffman, fervente catholique qui avait élevé son fils dans le respect de l'autorité morale, fut dévastée d'apprendre ce qu'était devenu son fils. La sœur de Brad, enseignante dans le comté voisin, vit son conseil scolaire remettre en question son emploi lorsque ses parents découvrirent sa relation avec le criminel, dont le visage était partout dans la presse.
Ses frères de fraternité universitaire, désormais eux-mêmes des professionnels accomplis, commencèrent à se distancer de toute association avec le scandale. Chaque relation que Brad chérissait, chaque lien qui avait donné un sens à sa vie au-delà de l'argent, fut systématiquement empoisonné par la vérité de ses actes. Vince avait appris que pour des hommes comme Brad, la réputation et le statut social comptaient plus que la perte financière. Détruire sa capacité à prendre un nouveau départ, à reconstruire des relations, à retrouver la confiance. C'était la vengeance qui allait faire mal. À l'approche de l'anniversaire de Dylan, Vince se préparait à la phase finale de son plan. Son fils allait apprendre des vérités dérangeantes sur les personnes qu'il avait préférées à son père. Que cette connaissance le conduise à la sagesse ou à l'amertume dépendrait entièrement du genre d'homme que Dylan était devenu pendant leurs années de séparation. Quoi qu'il en soit, Vince était prêt à affronter la conversation qui l'attendait. Chapitre 6. La révélation de l'anniversaire. Le 18e anniversaire de Dylan tombait par une fraîche matinée de novembre. Exactement 2 semaines après que l'arrestation de Brad avait détruit les derniers vestiges de sa vie confortable. La fête que Tiffany avait prévue, une célébration dans un restaurant chic avec des dizaines d'amis, avait été discrètement annulée, faute de moyens. Au lieu de cela, mère et fils étaient assis dans leurs petits 2 pièces, partageant un gâteau du commerce tout en évitant les conversations sur leur avenir incertain. Dylan avait passé les semaines suivant l'arrestation de Brad dans un état de confusion et de colère. L'homme qu'il considérait comme un modèle de réussite s'était avéré être un criminel dont les crimes étaient détaillés chaque soir aux informations locales. Le train de vie dispendieux dont Dylan avait bénéficié. École privée, vêtements de marque, week-end, tout cela avait été acheté avec l'argent volé à des victimes âgées qui avaient confié leurs économies à Brad. Mais ce qui troublait le plus Dylan, c'était la prise de conscience croissante que son père avait peut-être raison à propos de Brad depuis le début. Le conseiller en placement Prosper était bel et bien un criminel, mais pas celui que Dylan avait cru voir. Cet après-midi-là, alors que Tiffany cherchait un emploi, sa licence d'agent immobilier ayant été suspendue en attendant l'enquête sur ses transactions financières avec Brad, Dylan décida de fouiller les cartons d'effets personnels qu'ils avaient emballés à la hâte. En quittant l'appartement de Brad, il cherchait son vieux chargeur d'ordinateur portable lorsqu'il remarqua un carton qu'il ne reconnut pas, caché dans un coin du placard de sa mère. Le carton était plus lourd que prévu, rempli de documents et de photos datant de plusieurs années. Au début, Dylan crut trouver les archives commerciales de Tiffany. Puis, il vit le nom de son père sur plusieurs documents officiels et commença à lire plus attentivement. Ce qu'il découvrit changea tout. La boîte contenait des certificats et des licences prouvant la légitimité professionnelle de son père, une licence de détective privé, une certification de spécialiste en recouvrement d'actifs, des félicitations du Better Business Bureau, bureau d'éthique commerciale, ainsi que des lettres de remerciement de clients reconnaissants. On y trouvait des photos de Vince recevant la reconnaissance de la police d'État pour son aide à la récupération de véhicules volés, des lettres de compagnies d'assurance louant sa conduite éthique et ses résultats professionnels. Mais le plus accablant, ce sont les enregistrements. Dylan a trouvé un petit enregistreur numérique contenant des conversations entre sa mère et Brad remontant à 3 ans. Les mains tremblantes, il écoutait des discussions sur la gestion de la perception que Dylan avait de son père, sur la nécessité de s'assurer que le garçon comprenne le véritable genre d'homme qu'est Vince, sur la nécessité de faire de Dylan un allié plutôt qu'un fardeau dans leur relation. Dans un enregistrement particulièrement bouleversant, la voix de Brad était claire. « Ce gamin te vénère, Tiffany. Si tu lui dis que son père est dangereux, il te croira. Les enfants de cet âge ont besoin d'explications simples pour des situations complexes. Fais de Vince le méchant et Dylan ne se demandera jamais pourquoi tu l'as quitté. » La réponse de Tiffany a rendu Dylan physiquement malade. Le travail de Vincent nous donne des arguments. Les agents de recouvrement et les agents de recouvrement ne sont pas des carrières prestigieuses. Je peux exagérer les pires aspects, faire paraître la chose plus criminelle qu'elle ne l'est. Dylan est assez jeune pour croire ce que je lui raconte sur les associés et les clients de son père. Les enregistrements ont révélé des mois de manipulation calculée. Sa mère l'avait systématiquement empoisonné contre son père, lui alimentant des mensonges destinés à le forcer à choisir son camp dans un conflit qu'il était trop jeune pour comprendre. Chaque conversation dont Dylan se souvenait au sujet du travail dangereux de son père était une tromperie délibérée conçue pour s'assurer sa loyauté lorsque la liaison de Tiffany serait finalement découverte. Mais la pire révélation est venue d'un enregistrement enregistré quelques jours avant la confrontation qui avait détruit leur famille. La voix de Brad était excitée tandis qu'il décrivait sa stratégie de sortie. Quand tout cela s'effondrera, et cela finira par arriver,
j'aurai assez d'argent caché à l'étranger pour disparaître complètement. Nouvelle identité, nouvelle vie. L'essentiel est de m'assurer que personne ne soupçonne mon intention de fuir. Et Dylan et moi, demanda Tiffany. Et toi? Tu es une belle femme avec des compétences recherchées. Tu trouveras une solution. Dylan resta assis, stupéfait, tandis que l'enregistrement continuait, révélant le projet de Brad de les abandonner une fois son plan criminel démantelé. L'homme présenté comme un beau-père aimant n'avait jamais eu l'intention de les inclure dans son plan d'évasion. Ils n'étaient que des commodités utiles pour maintenir sa façade respectable jusqu'à ce qu'il puisse disparaître avec ses millions volés. Le dernier enregistrement était le plus récent, réalisé juste avant l'arrestation de Brad. Sa voix était paniquée tandis qu'il parlait d'accélérer son départ. Le FBI pose des questions. Je dois tout liquider et quitter le pays dans la semaine. Ne dis rien à Dylan avant mon départ. Qu'il croit que je vous ferai venir tous les deux une fois installés. Dylan comprit que si son père n'avait pas dénoncé les crimes de Brad, sa mère attendrait toujours un sauvetage qui n'arriverait jamais. Ils auraient été abandonnés, ruinés et humiliés, tandis que Brad profiterait de sa fortune volée dans un paradis tropical. Les doigts tremblants, Dylan attrapa son téléphone et composa le numéro de son père pour la première fois depuis 2 ans. Papa. Sa voix était brisée comme elle ne l'avait pas fait depuis ses 13 ans. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais su. J'ai trouvé la boîte, j'ai écouté les enregistrements et je comprends maintenant ce qui s'est vraiment passé. Le silence à l'autre bout du fil fut si long que Dylan se demanda si son père allait raccrocher. Où es-tu? La voix de Vince était soigneusement neutre. À l'appartement de maman, papa, je sais que tu me détestes probablement, mais j'ai besoin de te voir. Je dois te dire combien je suis désolé pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai cru. Dylan pleurait maintenant. 2 ans de colère et de confusion enfin libérés. Je me suis trompé sur toi. Je me suis trompé sur tout. Viens, dit simplement Vince. Il faut qu'on parle. 1 heure plus tard, Dylan se tenait sur le pas de la porte de son père pour la première fois depuis cette terrible nuit, 2 ans plus tôt. Il était passé devant la maison d'innombrables fois, remarquant à quel point elle était bien entretenue, la pelouse toujours impeccablement tendue, comment son père avait tout conservé exactement comme avant, lorsqu'ils étaient une famille. Quand Vince ouvrit la porte, Dylan vit immédiatement les changements. Son père paraissait plus âgé, un peu plus dur, avec de nouvelles rides autour des yeux qui témoignaient de nuits blanches et de repas solitaires. Mais il y avait autre chose dans son expression, une lassitude prudente qui n'était pas présente auparavant. Papa, j'entre, interrompit Vince. Tu as trouvé la police d'assurance de ta mère. Dylan entra, perplexe. La police d'assurance? Les enregistrements? Les documents. La preuve que ta mère n'était qu'une victime manipulée par le grand méchant Brad Hoffman. La voix de Vince avait une amertume que Dylan n'avait jamais entendue auparavant. Dis-moi, fiston, t'es-tu déjà demandé pourquoi elle gardait des traces de leur conversation? Pourquoi elle documentait leurs plans avec autant de détails? Je me suis dit, enfin, qu'elle se protégeait peut-être. Vince sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Ta mère est bien des choses, Dylan, mais elle n'est pas stupide. Elle savait que Brad était corrompu depuis le début. Ces enregistrements n'étaient pas accidentels. C'était une assurance au cas où elle aurait besoin de prouver qu'elle était une victime innocente et non une complice consentante. Ces mots frappèrent Dylan comme des coups. Que dis-tu? Je dis que tu ne connais toujours pas toute la vérité sur ce qu'est vraiment ta mère. Chapitre 7. Le retour du fils. Dylan fixa son père d'un regard stupéfait. Les implications des paroles de Vince s'imposaient peu à peu. Le salon autour d'eux ressemblait à un musée de leur ancienne vie de famille. Des photos encore sur la cheminée. Les trophées de lycée de Dylan sur l'étagère. Tout était conservé exactement comme la nuit où Dylan avait craché aux pieds de son père. Tu mens, dit Dylan, mais sa voix manquait de conviction. Maman a été manipulée par Brad. Elle n'était pas au courant de ses crimes. Vince se dirigea vers son bureau et en sortit un épais dossier. Assieds-toi, fiston. Il est temps que tu apprennes qui est vraiment ta mère. Pendant l'heure qui suivit, le monde de Dylan s'écroula à nouveau tandis que son père détruisait systématiquement toute illusion subsistant sur l'innocence de Tiffany. Les relevés bancaires montraient qu'elle avait aidé Brad à transférer de l'argent via des comptes fictifs pendant plus d'1 an avant que leur liaison ne devienne officielle. Des transactions immobilières révélèrent des propriétés achetées grâce à des prêts frauduleux,
puis revendus pour blanchir les fonds volés de Brad. Des échanges de courriels prouvèrent qu'elle avait recruté plusieurs de ses clients âgés pour investir chez Brad, touchant des pots de vin substantiels pour chaque recommandation. Ta mère n'était pas la victime de Brad, expliqua Vince à voix basse. C'était son associé. Cette liaison était secondaire à leur crime financier. Dylan examina une photo de sa mère quittant une banque aux îles Caïmans, horodatée 3 mois avant que Vince ne découvre la liaison. Pourquoi le FBI ne l'avait-il pas arrêté aussi? Parce que je me suis assuré qu'il n'avait pas suffisamment de preuves. La police d'assurance de ta mère fonctionnait dans les deux sens. Ces enregistrements prouvaient sa complicité dans la planification, mais ils me donnaient aussi un moyen de pression sur elle. L'expression de Vince était sombre. Je l'ai protégée des poursuites fédérales. Dylan, non pas par amour, mais parce que je ne voulais pas que mon fils rende visite à sa mère en prison. Cette révélation le frappa comme un coup dur. Son père avait sauvé sa mère de l'arrestation, malgré sa trahison, malgré les mensonges qu'elle avait proférés sur lui, malgré tout ce qu'elle avait fait pour empoisonner Dylan. Je ne comprends pas, murmura Dylan. Si tu savais tout ça, pourquoi ne pas l'avoir dénoncé dès le début? Parce que la dénoncer t'aurait révélé la vérité sur le genre de femme qui t'a élevé. J'espérais, Vince marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. J'espérais que tu finirais par percer à jour ces mensonges par toi-même. Je n'ai jamais voulu que tu découvres que ta mère était une criminelle. Dylan sentit les larmes lui brûler les yeux. Tu m'as protégé même après que je t'ai traité comme un déchet pendant 2 ans. Tu étais mon fils. Ça voulait dire quelque chose. Même quand tu n'agissais pas comme tel, Dylan comprit le passé. Ne suis-je plus ton fils? Vince se leva et se dirigea vers la fenêtre, donnant sur le quartier où ils avaient été heureux autrefois. Dylan, te souviens-tu de ce que tu m'as dit ce soir-là? Pas seulement les mots, mais le mépris dans ta voix, le dégoût sur ton visage. L'estomac de Dylan se serra de honte. Papa, j'avais 16 ans. J'étais confus et en colère, et maman me mentait depuis des mois. Je ne comprenais pas. Tu m'as craché dessus. La voix de Vince était à peine plus forte qu'un murmure. Mon propre fils, le garçon que j'ai protégé et nourri toute ma vie, m'a craché dessus parce que sa mère l'avait convaincu que j'étais une ordure. Je suis désolé, mon Dieu. Papa, je suis tellement désolé. J'étais jeune et stupide, et pendant 2 ans, tu ne m'as pas parlé, tu n'as pas répondu à mes appels, tu n'as pas lu mes lettres. Tu as renvoyé mes cadeaux sans les ouvrir et tu as refusé de me voir, même quand les ordonnances du tribunal Y obligeaient. Vince se retourna pour faire face à son fils. Je t'ai vu considérer Brad comme une figure paternelle tout en me traitant comme une étrangère. As-tu une idée de l'effet que ça m'a fait? Dylan pleurait ouvertement. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'avais tort sur tout, mais je comprends maintenant. Je sais qui tu es vraiment et je sais ce qu'étaient maman et Brad. On ne peut pas tout recommencer? Tu ne peux pas me pardonner? Le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. Quand Vince parla enfin, sa voix était ferme mais définitive. Dylan, j'ai passé 2 ans à espérer que tu reviennes à la raison. Je me disais que tu n'étais qu'un enfant désorienté, manipulé par des adultes en qui tu avais confiance. J'ai cherché des excuses à ton comportement. J'ai accusé ta mère de t'avoir empoisonné l'esprit. Il marqua une pause. Mais il y a 18 mois, tu avais le choix. Lequel? Madame Eleanor Patterson, l'une des victimes âgées de Brad, a fait une crise cardiaque en découvrant que toutes ses économies avaient disparu. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où tu faisais du bénévolat pour des travaux d'intérêt général. La voix de Vince devint plus dure. Elle t'a reconnu grâce aux photos de son beau-fils que Brad lui avait montrées. Elle vous a supplié de me contacter, vous a dit qu'elle savait que j'enquêtais sur Brad et que je pouvais l'aider à obtenir justice. Le visage de Dylan pâlit. Il se souvint de la vieille femme qu'il avait attrapée par le bras dans le couloir de l'hôpital, bredouillant à propos d'argent volé et d'un certain Vincent Rodriguez. Il la pensait confuse, peut-être atteinte de démence. Vous l'avez abandonnée, continua Vince. Vous l'avez laissée en pleurs dans ce couloir de l'hôpital, car l'aider aurait signifié reconnaître que je n'étais pas le monstre que votre mère avait dépeint. Vous avez préféré votre mensonge confortable aux besoins désespérés de justice d'une femme âgée. Le poids de ce souvenir s'abattit sur Dylan comme une vague. Madame Patterson était morte 2 semaines plus tard, ne s'étant jamais remise du stress d'avoir perdu tout ce pourquoi elle avait travaillé toute sa vie. Elle était morte en pensant que personne ne se souciait suffisamment d'elle pour l'aider.
Je ne savais pas, murmura Dylan. Je pensais qu'elle était confuse. Je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de me dire. Tu ne voulais pas comprendre. Pour comprendre, il aurait fallu que tu admettes que tu te trompais peut-être à mon sujet. La voix de Vince était impitoyable. C'est là que j'ai compris que tu n'étais plus un simple enfant désemparé. Tu étais assez grand pour faire des choix moraux et tu as choisi de protéger tes illusions confortables au lieu d'aider une victime. Dylan s'effondra sur une chaise, accablé par l'ampleur de ses échecs. Que puis-je faire? Comment puis-je arranger les choses? Tu ne peux pas. Les mots de Vince étaient sans appel. Certaines choses ne sont pas pardonnables, Dylan. Certaines trahisons sont trop profondes, durent trop longtemps. Tu as choisi ton camp, et tu devras vivre avec ce choix. Mais je suis là maintenant. Je m'excuse. Je connais la vérité maintenant. Tu connais la vérité parce qu'il est devenu impossible de l'ignorer. Ce n'est pas la même chose que de choisir de la rechercher. Vince se dirigea vers la porte. Ta mère aura besoin d'aide pour reconstruire sa vie. Les victimes de Brad auront besoin de quelqu'un pour défendre leur demande d'indemnisation. Tu as 18 ans maintenant, l'âge de décider quel genre d'homme tu veux être. Et nous? Et notre relation? Vince s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Je t'aimais plus que tout au monde, Dylan. Cet amour m'a tout coûté. Mon mariage, ma famille, ma foi en ceux qui comptaient le plus pour moi. Je ne referai plus cette erreur. Alors voilà. Tu vas me jeter. Je ne te jette pas. J'accepte simplement que le fils que j'ai élevé soit mort la nuit où il m'a craché dessus et m'a traité de dégoûtant. Tu es une autre personne maintenant, façonnée par d'autres valeurs et d'autres choix. La voix de Vince s'adoucit légèrement. J'espère que tu deviendras un homme bien, Dylan. J'espère que tu trouveras la paix et le bonheur, mais tu y parviendras sans moi. Dylan était assis dans la maison vide longtemps après le départ de son père, entouré des fantômes de son enfance et du poids des conséquences qu'il commençait seulement à comprendre. Chapitre 8. Le jugement dernier. 6 mois après l'échec de la tentative de réconciliation de Dylan, la vengeance de Vince contre Tiffany et Brad atteignit son dénouement tragique. Brad, risquant au moins 20 ans de prison fédérale, avait accepté de coopérer avec les autorités en échange d'une réduction de peine. Son témoignage impliquait 3 autres conseillers en investissement et a permis de récupérer près de 8 millions de dollars de fonds volés. Mais cette coopération ne put le préserver des conséquences plus profondes de la destruction systématique de sa vie privée par Vince. La mère de Brad, fervente catholique qu'il avait élevée dans le respect de l'autorité morale, l'avait complètement dénigré. Sa sœur perdit son poste d'enseignante lorsque le conseil scolaire décida que ses liens familiaux la rendaient inapte à enseigner l'éthique et la responsabilité aux enfants. Ses anciens frères de fraternité, des professionnels accomplis qui accordaient une importance primordiale à leur réputation, avaient non seulement pris leur distance, mais œuvré activement pour que Brad ne soit plus jamais accueilli dans leurs cercles sociaux. Plus dévastateur encore, les victimes de Brad s'étaient retournées contre lui avec une fureur personnelle qui dépassait la simple justice. Dolores, la sœur veuve de Madame Patterson, avait organisé les victimes âgées au sein d'un groupe de défense étonnamment efficace. Elles étaient présentes à chaque audience, à chaque examen de libération conditionnelle, à chaque examen administratif du dossier de Brad. Leurs témoignages, riches en détails personnels sur les médicaments qu'elles ne pouvaient plus se permettre et les petits-enfants qu'elles ne pouvaient plus aider, garantissaient que les crimes de Brad restaient humains plutôt que statistiques. Mais le chef-d'œuvre de vengeance de Vince était plus subtil et plus durable que l'humiliation publique ou les conséquences juridiques. Grâce à une manipulation minutieuse de l'information et à une pression stratégique sur des relations clés, il avait fait en sorte que Brad sorte de prison et évolue dans un monde où la réinsertion était impossible. Chaque futur employeur connaîtrait son passé. Chaque partenaire amoureux potentiel découvrirait ses crimes. Chaque nouvelle ville accueillerait quelqu'un qui aurait entendu son histoire. Le sort de Tiffany fut tout aussi tragique. Bien qu'elle ait évité des poursuites pénales grâce à l'intervention de Vince, elle avait tout perdu. Son permis d'agent immobilier avait été définitivement révoqué pour manquement à l'éthique. Sa relation avec Dylan s'était détériorée, le garçon peinant à apprendre la vérité sur ses 2 parents. Plus important encore, elle découvrit que Vince avait discrètement racheté les dettes de toutes les cartes de crédit, prêts automobiles et prêts personnels qu'elle avait contractés pendant sa liaison avec Brad. Tu es responsable de mes dettes. La voix de Tiffany était glaciale d'incrédulité lorsqu'elle interpella Vince à son bureau, 6 mois après la condamnation de Brad. Légalement acheté aux créanciers initiaux,
confirma Vince sans lever les yeux de ses papiers. Une transaction commerciale classique. C'est insensé. On ne peut pas simplement acheter les dettes personnelles de quelqu'un. Bien sûr que si. La dette est une marchandise comme un autre. J'ai bâti ma carrière sur la compréhension du fonctionnement de la dette. Vince la regarda enfin dans les yeux. La question est de savoir si tu veux discuter de conditions de paiement raisonnables ou me forcer à poursuivre le recouvrement par des moyens moins agréables. Le visage de Tiffany était pâle de rage et de peur. Tu fais ça pour me torturer. Je fais ça parce que tu dois de l'argent et que mon métier est de recouvrer ce qui est dû. La voix de Vince était professionnellement neutre. Tes sentiments personnels concernant notre relation passée n'ont rien à voir avec cette transaction commerciale. Que voulez-vous? Le paiement intégral des soldes impayés, plus les intérêts et les frais de recouvrement. Le montant total s'élève actuellement à un peu plus de 180 000 $. Vince glissa un relevé sur son bureau. Où nous pouvons discuter d'un plan de paiement qui prendra environ 15 ans, à condition que vous trouviez un emploi stable. Tiffany fixait les chiffres avec une horreur croissante. Je ne peux pas payer ça. Tu sais que je ne peux pas payer ça. Alors peut-être aurais-tu dû y réfléchir avant de financer ton train de vie avec Brad avec un crédit que tu ne pouvais pas te permettre. Vince se renversa dans son fauteuil. Bien sûr, il y a une autre option. Laquelle? Une déclaration de patrimoine complète, relevé bancaire, déclaration de revenus, antécédents professionnels, et même relations personnelles susceptibles d'affecter ta capacité de paiement. Procédure standard pour les dossiers de recouvrement de créances à haut risque. Le sourire de Vince était fin comme un rasoir. Je vais devoir vérifier que tu ne caches pas d'actifs et que tu ne perçois pas de revenus non déclarés. L'implication était claire. Vince serait maître de tous les aspects de la vie financière de Tiffany pendant les 15 prochaines années. Chaque travail, chaque relation, chaque décision importante serait soumise à son examen et à son approbation. Elle serait prise au piège d'un réseau d'obligations légales légitimes qui rendrait toute reconstruction de sa vie quasiment impossible. Il s'agit de vengeance, pas d'affaires. Il s'agit de conséquences, Tiffany. Tu as détruit ma famille et empoisonné mon fils contre moi parce que tu pensais que tes choix n'auraient pas de prix. Le masque professionnel de Vince s'est légèrement affaissé. Tu avais tort. Alors que Tiffany quittait son bureau, vaincu et pris au piège, Vince ressentit la satisfaction creuse d'une mission accomplie. Ses ennemis avaient été systématiquement détruits par des moyens légaux, méthodiques et terriblement efficaces. Brad passerait les plus belles années de sa vie en prison avant d'émerger dans un monde qui ne pardonnerait ni n'oublierait jamais ses crimes. Tiffany passerait la décennie suivante à lutter pour se reconstruire sous le contrôle financier de Vince. Mais la victoire lui parut différente de ce qu'il avait imaginé. Sa maison restait vide. Son fils lui reprochait toujours d'avoir détruit leur famille. Incapable de comprendre que la famille avait été détruite bien avant que la vengeance de Vince ne commence, Dylan avait déménagé à l'autre bout du pays pour aller à l'université. Déterminé à échapper à l'atmosphère empoisonnée de la guerre de ses parents, Vince était assis dans son bureau ce soir-là, entouré des preuves de sa campagne victorieuse. Des documents financiers attestant de la condamnation et de l'emprisonnement de Brad. Des documents juridiques prouvant la dépendance financière de Tiffany. Des photos de surveillance et des conversations enregistrées qui avaient mis fin à une entreprise criminelle et protégée de futures victimes. Il avait gagné haut la main. Alors pourquoi la victoire avait-elle un goût de cendre? La réponse lui parvint dans une lettre de Dylan, la première communication de son fils depuis des mois. L'enveloppe était simplement adressée à Vincent Rodriguez. Pas papa, ni même père, juste son nom légal. À l'intérieur, un seul paragraphe: je suis diplômé de summa cum laude en travail social. Je vais passer ma vie à aider les gens à se reconstruire après avoir subi des traumatismes et des trahisons. Je voulais que tu saches que tout ce que j'ai appris sur la résilience et la justice, je l'ai appris en te voyant devenir. J'espère que cela signifie quelque chose pour toi, car cela signifie tout pour moi. Vince relut la lettre 3 fois avant que l'ironie ne le frappe. Son fils avait appris la justice en observant la vengeance de Vince, mais la version de Dylan de la justice impliquait la guérison plutôt que la destruction. Le garçon avait choisi de devenir tout ce que Vince avait été, un protecteur, un défenseur des innocents, plutôt que ce qu'il était devenu. Pour la première fois en 3 ans, Vince Rodriguez s'autorisa à considérer que certaines victoires coûtent peut-être plus cher que les défaites. Chapitre 9, le choix final. 3 ans après la lettre de fin d'études de Dylan, Vince Rodriguez était assis dans son bureau,
examinant les rapports trimestriels de son empire commercial en pleine expansion. Ce qui avait commencé comme une simple opération de recouvrement d'actifs comprenait désormais le recouvrement de créances, l'enquête privée et le conseil financier. Sa destruction méthodique de Brad et Tiffany avait établi sa réputation de quelqu'un qui n'oubliait jamais une trahison et qui recouvrait toujours ce qui lui était dû. Le succès commercial aurait dû être satisfaisant, mais Vince se retrouva de plus en plus isolé dans sa victoire. Brad resta en prison fédérale, sa vie et son avenir étant bel et bien détruits. Tiffany peinait à honorer son plan de paiement, cumulant 2 emplois pour honorer ses obligations tout en étant sous la surveillance financière de Vince. Et Dylan s'était évanoui dans sa carrière d'assistant social, sauvant des familles tout en évitant tout contact avec son propre père. Un coup frappé à la porte de son bureau interrompit les réflexions de Vince. Sa secrétaire était partie depuis des heures et il n'attendait aucun client. À travers la vitre dépolie, il aperçut une grande silhouette qui lui semblait familière. « Entrez », appela-t-il. Dylan entra et Vince fut frappé par la transformation de son fils. À 21 ans, Dylan était devenu un homme aux larges épaules et au regard fixe qui rappelait douloureusement à Vince son propre père. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'attitude de Dylan. Une assurance tranquille qui n'avait pas été présente lors de leur dernière conversation bouleversante. « Bonjour, Vincent », dit Dylan d'un ton solennel. L'utilisation de son prénom au lieu de « papa » était délibérée et Vince ressentit cette distance calculée comme un coup dur. « Dylan, c'est inattendu. J'ai quelque chose à te dire, puis je dois te demander quelque chose. » Dylan resta debout, indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. « Je travaille avec Dolores, la sœur de Madame Patterson, depuis 2 ans. Elle dirige un groupe de défense des victimes d'escroqueries liées à des placements abusifs. » Vince hocha la tête, se demandant où cela menait. « Dolores m'a parlé de votre aide pendant l'enquête, de la manière dont vous avez fourni des preuves, de la manière dont vous avez protégé les intérêts de la victime même lorsque le FBI voulait se concentrer sur des cibles plus importantes. » La voix de Dylan était soigneusement neutre. « Elle m'a aussi raconté comment vous avez fait en sorte que maman ne soit pas poursuivie au niveau fédéral. Même avec des preuves, elle était complice des crimes de Brad. L'emprisonnement de votre mère n'aurait pas aidé ses victimes à récupérer leur argent. C'est ce que Dolores a dit que vous lui aviez dit. Elle a également ajouté, vous contribuez anonymement à leur fonds d'indemnisation depuis 3 ans. » Dylan a scruté le visage de son père. « Pourquoi ?» Vince est resté silencieux un long moment. « Parce que des gens comme Madame Patterson méritent mieux que d'être sacrifiés pour ma vengeance personnelle. » Alors, vous avez choisi la vengeance plutôt que la justice. Oui. Cet aveu est venu sans défense ni excuse. J'ai choisi de détruire ceux qui m'ont trahi au lieu de simplement demander justice pour leurs crimes. Je ne suis pas fier de ce choix, mais je ne prétends pas l'avoir fait pour de nobles raisons. Dylan sembla se détendre légèrement, comme si l'honnêteté de Vince confirmait ce qu'il espérait entendre. Ce que je dois te demander concerne maman. Vince sentit sa mâchoire se serrer. Et elle ? Elle est malade. Cancer des ovaires, stade 3. Les frais médicaux vont la ruiner, même avec une assurance. Dylan soutint le regard de son père avec assurance. Je veux que tu lui pardonnes sa dette. La demande frappa Vince comme un coup dur. Après tout ce que Tiffany avait fait, après des années de mensonges, de trahison et d'empoisonnement de Dylan contre lui, son fils implorait sa clémence. Pourquoi ferais-je ça? Parce qu'elle va mourir, et sa mort ne devrait pas être vécue dans la terreur financière. La voix de Dylan reste ferme. Parce que tu as déjà gagné, et ajouter ses frais médicaux à sa dette envers toi serait de la cruauté en soi. Elle t'a empoisonné contre moi pendant 2 ans. Elle a aidé Brad à voler des millions à des victimes âgées. Elle a détruit notre famille pour l'argent et le statut. La voix de Vince s'éleva. Pourquoi devrais-je lui témoigner une pitié qu'elle n'a jamais témoignée à personne d'autre? Parce que je te le demande. Ces simples mots avaient plus de poids que n'importe quelle dispute ou jeu émotionnel. Dylan ne suppliait ni n'exigeait. Il adressait une demande directe d'homme à homme, en toute connaissance de cause. Et si je refuse, alors tu refuseras. Je trouverai un autre moyen de l'aider à payer ses frais médicaux. Dylan haussa les épaules. Mais je voulais te donner la chance d'être l'homme dont je me souvenais de mon enfance, plutôt que l'homme que tu es devenu après sa trahison. Vince sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. L'homme dont tu te souvenais? Tu as craché sur cet homme et tu l'as traité de dégoûtant.
J'avais 16 ans et j'étais nourri de mensonges par quelqu'un en qui j'avais confiance. Le sang-froid de Dylan finit par s'effondrer, révélant la douleur sous-jacente. J'avais tort, Vincent. J'avais horriblement, complètement tort à ton sujet. Mais avoir tort n'efface pas le fait que je me souviens de qui tu étais avant tout ça. Cet homme était faible. Il faisait confiance à des gens qui ne le méritaient pas et a été détruit par sa naïveté. Cet homme était mon père. Il m'a appris à distinguer le bien du mal. À défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. À tenir parole même au prix de quelque chose. La voix de Dylan s'éleva. Cet homme m'a élevé dans la croyance en la justice plutôt qu'en la vengeance, en la protection des innocents plutôt qu'en la punition des coupables. Et regarde où ces valeurs l'ont mené. Elles lui ont donné un fils qui a passé les 3 dernières années à essayer d'aider des gens à reconstruire leur vie après avoir été victimes de prédateurs. Dylan s'est rapproché. Elles lui ont donné un fils qui croit toujours aux principes qu'il a enseignés. Même lorsqu'il les a lui-même abandonnés, l'accusation planait entre eux. Vince comprit que son fils ne demandait pas seulement pitié pour Tiffany. Il lui offrait une chance de redevenir l'homme qu'il avait été avant. La trahison l'avait transformé en quelque chose de plus dur et de plus froid. Si je lui pardonne sa dette, ça ne changera rien entre nous, dit finalement Vince. Je ne vais pas faire comme si ces 5 dernières années n'avaient pas eu lieu. Je ne te le demande pas. Je te demande de faire un choix basé sur qui tu étais avant plutôt que sur qui tu es devenu. Dylan marqua une pause. Et je te dis que si tu peux faire ce choix, il y a peut-être de l'espoir pour nous deux. Vince se dirigea vers sa fenêtre, contemplant la ville où il s'était forgé une réputation d'homme qui ne pardonnait jamais et n'oubliait jamais. Le choix que Dylan lui proposait ne concernait pas vraiment la dette de Tiffany. Il s'agissait de savoir si Vince parviendrait à retrouver les principes qu'il avait autrefois définis. Ta mère recevra une lettre demain annulant sa dette, dit-il sans se retourner. Mais ça ne lui vaut pas le pardon, et ça ne te permet pas de t'engager avec moi. Certaines choses sont irréversibles. Lorsqu'il se retourna, Dylan avait disparu. Sur son bureau se trouvait une carte de visite d'une association de défense des victimes, avec le nom et le numéro de téléphone de Dylan inscrit au dos. Vince prit la carte et l'examina longuement. Son fils était devenu l'homme qu'il avait autrefois essayé d'être. Quelqu'un qui aidait les gens à se reconstruire au lieu de les détruire. Quelqu'un qui avait choisi la guérison plutôt que la vengeance. Pour la première fois depuis 5 ans, Vince Rodriguez se demandait s'il était trop tard pour apprendre de l'exemple de son propre fils. De l'autre côté de sa fenêtre, la ville poursuivait son rythme effréné, peuplé de gens qui choisissaient entre justice et vengeance, entre guérison et destruction. Vince avait fait son choix depuis longtemps, et il en assumerait les conséquences. Mais peut-être qu'en faisant preuve de clémence envers son plus grand ennemi, il avait fait le premier pas vers l'homme dont son fils se souvenait encore, l'homme qui avait été assez fort pour pardonner. C'est ici que notre histoire s'achève.